Donc, bonjour sur la maïeutique. Avec Maxime, on va parler de l'actualité, en particulier sur le problème avec les agriculteurs. On constate donc un problème entre les agriculteurs, et pas d'ailleurs que les agriculteurs français, et l'Europe. Donc pouvez-vous, Maxime, s'il vous plaît, nous éclairer sur ce point? Oui, c'est un phénomène européen qui a commencé d'ailleurs en Allemagne. Sur la maïeutique, nous ne prétendons pas répondre à tout, nous prétendons simplement faire réfléchir nos auditeurs, et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, avec deux thématiques. Il y a une thématique qui est celle des prix, et il y a une thématique qui est celle de la concurrence déloyale et des échanges de l'Union européenne avec le reste du monde. Quelques données peut-être d'environnement pour commencer. Nous sommes ici, je le dis souvent, à quelques centaines de mètres de la maison où le président Pompidou a été élevé, à Albi. Du temps de Georges Pompidou, est-ce que vous vous rendez compte que la France était la deuxième puissance agroalimentaire au monde? C'est-à-dire que les exportations de la France étaient juste après celles des États-Unis. C'est inouï. Bon, aujourd'hui, nous sommes au, je ne sais plus si c'est 15e, 20e rang. Donc, et on le voit en termes relatifs par rapport à l'Allemagne, c'est-à-dire que, toujours du temps du président Pompidou, l'Allemagne était une puissance agricole complètement secondaire. Aujourd'hui, elle fait jeu égal avec la France. Donc là, il y a une dégringolade extraordinaire. Pour autant, il serait inexact de dire que le libre-échange ou les échanges commerciaux avec le reste du monde ont détruit notre agriculture. Nous avons des excédents agricoles et ces excédents agricoles ont plutôt progressé au cours des dernières années. De même que si cette crise se déclenche maintenant, ce n'est pas le fait du hasard. En 2021-2022, le revenu agricole avait progressé, alors qu'en 2023, il a baissé. Et si ce mouvement des agriculteurs est aussi populaire, c'est parce que nous, consommateurs, nous nous sentons en empathie avec les agriculteurs, parce qu'en 2023, il s'est produit quelque chose qu'on n'a pas réussi encore à expliquer. C'est pour ça que je dis que notre but est de faire réfléchir. C'est que le prix de l'énergie, le prix des matières premières de base, le prix des denrées agricoles et ce qu'on appelle commodity, s'est effondré. Philippe Chamelin, qui est le spécialiste de ces sujets, nous dit 20%, moins 20%. Bon. Or, vous comme consommateur, moi comme consommateur, nos auditeurs n'ont pas bénéficié de cet effondrement des prix. Et c'est même tout le contraire, puisque l'économiste Marc Touati calcule un petit panier des produits agricoles alimentaires de base, dans lequel il met les pâtes, il met le pain, il met les œufs, enfin bon, il y a 7 ou 8 produits, et il a calculé que l'augmentation du panier avait atteint 28%, alors pas en une année, mais en 2 ans, mais en tout cas en 2023, les prix ont continué de progresser, alors que l'énergie, le gaz et les denrées, les commodities se sont effondrés. Et je crois que si les consommateurs sont solidaires des agriculteurs, c'est parce que au fond de leur tête, ils se disent « moi, j'ai pas bénéficié de baisse de prix, et eux non plus ». Dans le fond, ils ont perdu du revenu, et nous en avons perdu aussi. Hein. Donc, qui a bénéficié de cet effondrement des prix ? Ok, mais je n'avais pas eu l'impression que les prix de l'énergie ont baissé en 2023. Ah oui, mais en 2023, le gaz a fortement baissé. Hein. Pourtant, on paye toujours aussi cher. Oui, mais on paye toujours aussi cher, et pourtant le prix du gaz a baissé. Hein. Donc il y a quand même, alors ça nous ramène à notre émission précédente sur Madame Lagarde et son chef économiste qui disait que les marges avaient contribué à l'inflation. Oui, les marges ont contribué à l'inflation. Mais le sujet est tabou. Et il est assez peu documenté d'ailleurs. Hein. Moi je crois que ça explique la solidarité très forte et presque étonnante. 85% de la population sont solidaires des agriculteurs parce que il y a eu une manipulation des prix dont nous sommes tous victimes et dont les agriculteurs sont victimes aussi. Et cela vient d'où? Ce sont les marges dans la grande distribution qui les ont absorbées?
je veux pas, encore une fois, hein, c'est l'imbécile affirme, le savant doute et le sage réfléchit. C'est Aristote, hein, c'est le principe de la maïeutique. Je veux pas affirmer quelque chose. Je suis pas sûr que les marges de la grande distribution soient très importantes. Mais, encore une fois, la baisse des prix des commodités et de l'énergie ne s'est pas fait sentir dans la baisse des prix de base. C'est tout ce que je dis. J'en dis pas plus. Alors, il y a aussi le fait que le gouvernement a fait pression sur la grande distribution avec la loi Ecodim pour maintenir les prix les plus bas possibles et que ça n'a pas aidé les agriculteurs. Hein. Alors, il y a un deuxième sujet dans cette affaire qui est la concurrence déloyale. Et là, je crois que tout le monde a compris que l'Europe ne peut pas faire du libre-échange avec le monde entier tout en étant la championne du monde de la lutte contre le réchauffement climatique et de la lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Il y a une contradiction, et cette contradiction, elle n'est pas levée, la stratégie n'est pas solide. Alors maintenant, ils ont compris, je crois qu'ils ont compris, qu'on ne peut pas faire du libre-échange avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Je dis qu'ils ont compris parce que vous avez vu que le président Macron, d'un coup, s'est réveillé et a dit à Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, vous ne signez pas le Mercosur. La France oppose son veto à la signature du traité Mercosur. Traité avec les pays d'Amérique latine qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Bon, il y a eu aussi, un peu avant, des accords avec le Chili, avec la Nouvelle-Zélande. Là, je lis que dans les accords, il y avait des clauses miroirs, c'est-à-dire que les pays devaient respecter des normes sociales et environnementales, mais c'est très difficile à vérifier, c'est très difficile à appliquer. Et donc, je pense que l'Europe est dans une contradiction, mais elle a du mal à résoudre cette contradiction, à trouver les bonnes mesures. Elle cherche l'équilibre. Il ne faut surtout pas dire que les traités de libre-échange suppriment l'agriculture française, c'est le contraire qui est vrai, mais c'est une concurrence déloyale, et cette concurrence déloyale fait du mal aux agriculteurs, oui, c'est sûr. Hein. Donc il faut trouver le point d'équilibre. Moi, je pense que le point d'équilibre passera par une taxe carbone aux frontières en 2027, et les normes, comment taxer des produits qui n'ont pas les mêmes normes que nous, au point de vue environnemental. Sur le plan conceptuel, méthodologique, c'est très difficile, parce qu'une norme, c'est qualitatif. Hein. Bon, et puis alors, il y a un deuxième problème derrière celui-là, c'est que quand on transcrit en droit français des normes européennes, nos fonctionnaires en font plus que les autres. Hein. Et ça c'est bien sorti pendant les échanges que le Premier ministre a eus avec les agriculteurs, qu'il y a plus de normes en France qu'il y en a dans les autres pays. Donc en fait, européens. Il y a un double biais de concurrence. Il y a un biais de concurrence par rapport au reste du monde, et il y a un biais de concurrence à l'intérieur de l'Union européenne. Donc l'Europe ne veut pas se débarrasser des agriculteurs européens, comme on a l'impression de l'entendre. Non, mais il y a, et ça c'est quelque chose, c'est un vrai sujet, il y a dans le domaine par exemple des jachères, comme c'est une émission précédente que nous avons faite sur l'immobilier, le zéro artificialisation, il y a une volonté de l'Europe et de la France de favoriser la biodiversité en limitant les terres exploitées ou artificialisées. Bon. Et le problème, c'est que les autres ne le font pas. C'est là qu'on est mal. Parce qu'en fait, la France, oui, mais l'Europe, en général, est championne de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous le voyez à l'évolution des émissions de gaz à effet de serre et de la lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Mais pas les autres. On va réduire les gaz en 2030 d'environ 40%. L'objectif de Paris, c'était 55%. Les autres vont augmenter encore. C'est-à-dire que la baisse n'est pas amorcée. Donc, on ne joue pas
on ne joue pas le même jeu que les autres. C'est là qu'il y a un vrai problème. Et c'est pour ça que je cite Aristote en disant « l'imbécile affirme, le savant doute, le sage réfléchit ». Il n'y a pas de solution extrémiste. On ne peut dire que des bêtises si on est dans des slogans extrémistes. Il faut trouver l'équilibre et il faut trouver la bonne manière de faire. Mais ça veut dire que l'Europe doit vraiment se remettre en question. Hein. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Elle doit se remettre en question, elle doit évoluer. Et elle doit faire très attention aux traités qu'elle signe. Merci, et merci Maxime pour cet éclairage.